Oui, c'est sûr. Bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir répondu si nombreux à un débat qui s'annonce exceptionnel, tant par la qualité des intervenants que par sa coïncidence avec la conjoncture européenne. La zone euro semble tirer d'affaire. Dans la grande tourmente financière, l'Europe a fait le choix du long terme en préservant la valeur de sa monnaie et en s'engageant dans des politiques de compétitivité et de redressement des finances publiques. Pourtant, 6 ans après Lehman Brothers, c'est l'Europe qui, paradoxalement, apparaît comme l'homme malade de la croissance mondiale. La mise en place synchronisée des plans de rigueur dans l'ensemble des États membres produit, semble-t-il, des effets récessifs plus forts qu'anticipés. Et en dépit des interventions de la Banque centrale européenne, les marchés de la dette souveraine demeurent, on le voit bien, sous pression. La perspective d'une zone euro durablement fragilisée semble ainsi donner lieu à des divergences d'analyse croissantes entre le Fonds monétaire international et les autorités européennes. Dans ce contexte, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et Wolfgang Schäuble, ministre fédéral des Finances d'Allemagne, ont accepté de dialoguer avec nous sur l'avenir de la zone euro, à l'invitation de la Fondation Robert Schuman et en partenariat avec la financière de la Cité. Qu'ils en soient vivement remerciés. Notre débat, animé par Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, durera environ 1 heure. Il sera suivi de 30 minutes d'échange avec la salle. Pour la commodité de tous, et afin d'éviter les interférences avec le dispositif de traduction simultanée, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Je vous rappelle également les canaux d'écoute. C'est le canal 1 pour la traduction en français, le canal 2 pour la traduction en allemand. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Je ne pourrais pas rappeler tous les accomplissements de nos deux hôtes de ce matin. Leur notoriété est telle qu'elle m'a largement devancé. Je voudrais juste rappeler quand même quelques-unes des grandes étapes de leur parcours et vous les présenter. Madame Christine Lagarde, juriste, spécialiste de droit social, vous avez été la première femme partout. D'abord à la présidence du comité exécutif, puis du comité stratégique de Baker McKenzie, l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde, au ministère français de l'économie et des finances entre 2007 et 2011, au sein du G8, à la tête du Fonds monétaire international que vous dirigez depuis 2011. Vous en avez tiré une formule que je ne résiste pas à citer, j'espère qu'elle est authentique. Les femmes sont comme les sachets de thé, elles révèlent leur force quand on les plonge dans l'eau. Bouillante. Bouillante. De fait, à propos d'eau, vice-championne de France de natation synchronisée dans vos jeunes années, vous avez appris mieux que d'autres à nager dans ces eaux bouillantes très machistes. Serrer les dents et sourire est l'une de vos devises que vous ne manquez pas de rappeler à vos collaborateurs. Vous êtes devenue l'une des personnalités les plus respectées des cercles économiques mondiaux et votre voix est écoutée. Permettez-moi de dire qu'elle joue la musique d'une femme de cœur, puisée à la chaleur de la Méditerranée que vous aimez tant, mais qui n'oublie jamais la dimension humaine des enjeux. Et les paroles de cette musique sont celles d'une des meilleures expertes de l'économie. Qualification qu'on vous a mesurée bien à tort lorsque vous avez décidé de plonger dans l'eau bouillante de la politique, milieu politique, comme on le fait souvent dans ces lieux qui n'ont pas vraiment connu l'expérience concrète de la création de valeur. On ne compte plus les distinctions que vous avez reçues, dont celle de meilleur ministre des Finances de la zone euro en 2009, que le docteur Schäuble recevra d'ailleurs l'année suivante. Vous êtes, pour les classements réguliers de la presse mondiale, qui adore ça, l'une des femmes les plus influentes de la planète.
Votre portrait a fait l'objet d'ouvrages, de nombreux articles de presse, OVNI politique pour nos amis du Figaro, la plus américaine des Françaises pour la presse d'outre-Atlantique. Je retiendrai, si vous le permettez, quelques extraits d'une description de votre personnalité par Bloomberg. Un look original, bâti sur son élégance française, sa silhouette athlétique, son bronzage, sa chevelure blanche, et surtout une absence délibérée d'ego qui favorise le rapprochement des points de vue. Pour cette grande agence anglo-saxonne, je pense qu'il s'agissait là d'un grand compliment. Car ce sont bien vos qualités exceptionnelles et votre détermination, votre expérience internationale, mais aussi votre savoir-faire, votre professionnalisme, qui vous ont permis d'obtenir tant de succès dans vos missions au sein de l'Eurogroupe, dans les grandes négociations internationales G8, G20, comme par exemple quand vous avez fait accepter par nos partenaires chinois des indicateurs de déséquilibre, ce que personne n'avait réussi à faire avant vous. Peut-être aussi un franc-parler rafraîchissant et peu courant dans le monde politique et les enceintes diplomatiques. Aujourd'hui, vous avez le monde pour horizon et c'est peut-être là la meilleure définition de votre personnalité, de vos convictions. Vous partagez ces valeurs et je le sais, beaucoup d'autres, notamment un profond engagement européen avec le ministre Wolfgang Schäuble, votre ami. Et les Européens, permettez-moi de le dire, ne mesurent peut-être pas toujours ce qu'ils doivent à tous les deux, ce qu'ils doivent à votre action, à votre entente, à votre travail pendant la crise des dettes publiques. Mesdames, Messieurs, à titre exceptionnel et parce que nous sommes à Paris, nos deux invités ont accepté de s'exprimer dans leur langue maternelle pour vous faire plaisir, alors qu'ils dialoguent et travaillent la plupart du temps, hélas, devrais-je dire, en anglais. Je demande donc à ceux qui ne parlent pas l'allemand de bien vouloir chausser leurs écouteurs, car en hommage au ministre Schäuble, je vais tenter de m'adresser à lui en allemand. Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, Sie sind ein Vous êtes un pilier de la politique de votre pays, Als Mann mit homme de Überzeugungen conviction. engagieren Sie Vous sich militez seit toujours an au der sein Seite du der Parti CDU, démocrate chrétien, la dessen CDU, Bundesvorsitzender que vous avez présidé von de 1988 1998 bis 2000 à waren 2000. und Sie seitdem Et vous ebenfalls faites partie, Teil der depuis cette date, de la présidence. Die Sozialmarktwirtschaft, L'économie sociale de marché, freiheitliche Gesellschaft, la société de die liberté Einigung et Europas l'unification de l'Europe sind die sont Beweggründe les ihres moteurs de votre unermüdlichen action Handelns. inlassable. Als Mitglied Membre des du Bundestages Bundestag seit depuis über 40 plus de Jahren 40 haben ans, Sie dort so vous gut y wie avez alle occupé Funktionen pratiquement besetzt, toutes les bis fonctions hin zum jusqu'à présider Fraktionsvorsitzenden. votre groupe Sie parlementaire. haben 16 Vous Jahre lang avez in siégé verschiedene 16 ans Regierungen Ihres dans Landes différents gedient. gouvernements de votre Zuerst pays, als tout Chef d'abord des comme chef Bundeskanzleramtes de la und Minister für chancellerie besondere et Aufgaben ministre en mission unter Helmut spéciale Kohl, auprès du chancelier zunächst Helmut als Kohl, Innenminister. puis comme ministre de Sie l'Intérieur. waren derjenige, C'est der den vous Vertrag qui signez deutschen le traité de Einigung réunification unterschrieben allemande haben. en Ein 1990. weltpolitisches Ereignis, Événement in dem majeur Sie ein au cours ebenso duquel ausschlaggebende vous wie jouez un rôle diskrete Rolle aussi gespielt crucial que haben, discret dessen dont Ausmaß les historiens Historiker découvriront erst eines un Tages jour entdecken l'ampleur werden und que sogar même ihre vos Freude amis nur ne font erahnen. que deviner. Von Vous 2005 redevenez de bis 2005 à 2009 2009 sind Sie ministre erneut de Innenminister l'Intérieur, unter Angela et Merkel, cette fois-ci dans le gouvernement bevor d'Angela Sie Merkel, ab avant 2009 d'occuper les die fonctions de des ministre des Finances Finanzministers depuis bekleideten. 2009. Für den Figaro Pour Le sind Sie Figaro, vous êtes unverwüstlich. l'inoxydable, mais vous avez conquis le cœur des Allemands et de beaucoup d'Européens qui vous respectent et vous apprécient.
Comme Madame Lagarde, vous avez été honoré des plus prestigieuses récompenses et des titres répétés de meilleur ministre des Finances de l'année. La ligne directrice de votre engagement, c'est l'Europe. Et le journal Le Monde vous avez d'ailleurs qualifié de Eurofighter d'Angela Merkel. Vous avez en effet reçu le prix Charlemagne, alors que ce privilège est généralement réservé aux chefs d'État ou de gouvernement. À Aix-la-Chapelle, vous prononcez à cette occasion un vigoureux plaidoyer européen qui démontre une hauteur de vue peu commune. Donnant votre définition de l'union politique de l'Europe, que vous me pardonnerez de résumer ici en quelques citations tronquées. Chaque pays européen, pris isolément, est trop petit pour jouer seul un rôle suffisant au regard des développements mondiaux. Nous ne voulons pas d'un super-État européen qui n'aurait rien de réellement nouveau. Ce que nous devrions viser, c'est une nouvelle forme d'ordre politique où nous continuerons de développer la compétence générale des échelons nationaux. Mais tout ce qui ne peut se faire qu'au niveau européen doit être décidé par les institutions européennes qui ont besoin d'une légitimité démocratique. Concis et carré, ces propos vous ressemblent par la clarté d'une vision dont vous n'avez jamais dévié. Ce sont là des conceptions qui devraient intéresser quelques-uns en France. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard. Vous connaissez la France, dont votre circonscription est riveraine. Vous comprenez les Français. Vous avez plus que d'autres contribué, notamment avec Madame Lagarde, à l'étroitesse des relations franco-allemandes. Oserais-je dire que vous aimez la France? Vous avez d'ailleurs été le premier ministre non national à siéger au Conseil des ministres de la France. C'était il y a 4 ans. Suivant en cela Madame Lagarde, qui avait siégé au Conseil des ministres de l'Allemagne. Le site Internet de votre ministère est accessible en français, ce qui permet à notre ministère des Finances de faire l'économie de la réciproque par cette jolie formule dont vous mesurerez l'humour involontaire dans le cadre de l'échange entre les deux pays. Le portail de l'économie propose l'accès direct aux pages francophones du ministère allemand des Finances. Une conception très française de l'échange en économie. On l'aura compris. Vous êtes souvent en avance et vous n'hésitez pas à afficher vos convictions. Cela a caractérisé votre action dans la crise. Vous avez fait preuve de fermeté, mais aussi de compréhension et d'ouverture d'esprit.
Nulle caricature n'a pu avoir de prise sur vous parce que vous avez toujours su privilégier l'intérêt supérieur de l'Europe aux facilités du moment. Permettez-moi maintenant, au nom de la diversité culturelle si chère aux Français, de poursuivre dans ma langue maternelle. Car c'est justement, mesdames et messieurs, le grand intérêt que présente pour nous la présence à Paris de ces deux personnalités. Vous avez entendu rappeler par Emmanuel Salle quelques-unes des inquiétudes qui s'expriment ici à Paris. Elles concernent le contexte mondial, ses conséquences pour la zone euro. Les politiques économiques européennes sont-elles adaptées à poursuivre, à revoir l'avenir institutionnel de la zone euro? Quelles avancées peut-on attendre? Ce sont, si vous le voulez bien, autour de ces trois thèmes que pourrait s'organiser votre dialogue. Madame Lagarde, devant le cercle des économistes à Aix-en-Provence, ville qui vous est chère, il y a quelques jours, vous avez mis en garde contre une reprise timide qui manque d'investissement. Vous appeliez à une relance des investissements publics en indiquant qu'il en manquait, selon vous, dans le monde, 1 000 milliards de dollars pour, disiez-vous, muscler la reprise, pointant la zone euro. Sont cela des vieilles recettes keynésiennes, une inquiétude, une urgente nécessité? Je vous en prie, nous sommes là pour vous écouter. Merci infiniment, Monsieur Giuliani, et merci de cet éloge qui, bien sûr, m'a paru tout à fait excessif, même s'il est flatteur. Je suis évidemment très heureuse d'être ici à Paris, à votre invitation, et de voir un certain nombre de visages connus et amis dans l'assistance. Je suis également extrêmement heureuse de me trouver ici en compagnie de mon collègue et ami Wolfgang Schäuble pour évoquer ensemble des questions qui sont fondamentales sur l'avenir de la zone euro et sur les aspects, évidemment, pour ce qui concernera mon intervention, plutôt économique que politique, pour des raisons que vous comprendrez. Je voudrais en fait, dans cette intervention rapide, évoquer 3 points principaux, parce que je le fais avec l'avantage dont je dispose en qualité de directrice générale du FMI, c'est-à-dire celui d'équipes solides constituées d'économistes, eux, compétents, pour évoquer le contexte mondial dans lequel devront s'exercer un certain nombre de choix de court terme pour les acteurs de la zone euro en particulier, avant de brosser rapidement dans quelles conditions une meilleure intégration, plus ambitieuse, pourrait se dessiner dans un avenir à plus long terme. Je voudrais, puisque c'est la Fondation Schuman qui nous honore de son invitation, d'abord vous féliciter à titre personnel, Monsieur Giuliani, parce que quand parfois, écoutant certaines de mes équipes commenter au titre des articles 4, qui sont les examens annuels des situations économiques des pays membres de l'Union européenne, des pays membres de la zone euro ou de la zone euro dans son ensemble, puisque nous faisons un article 4 zone euro, et que parfois il m'arrive de désespérer un peu, eh bien, je me plonge dans votre petit ouvrage qui s'intitule « Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde ». Un petit ouvrage, 150 pages à peu près, à la fois plein de chiffres précis, d'optimisme et en même temps de réalisme. Et donc, merci de m'apporter un peu de ce vent d'optimisme européen dont parfois je manque un peu à Washington. Et puis je voudrais rappeler, évoquer en tout cas rapidement Robert Schuman, le père de l'Europe, qui a voulu garantir à ce continent un avenir de stabilité et de paix. Je crois que cette aspiration trouve particulièrement son sens actuellement. Et je voudrais mentionner sa déclaration de 1950 dans laquelle il envisageait la communauté européenne du charbon et de l'acier, la première, comme, je le cite, le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre les pays. Vous comprendrez pourquoi cette notion de ferment, je la reprendrai au cours de mon intervention rapide. D'abord, rapidement, les tendances lourdes. Nous n'inventons
Rien de particulier au Fonds monétaire international. Si vous lisez par exemple attentivement le rapport de qui a été publié il y a un peu moins d'un an maintenant par la Martin School à Oxford et qui rassemblait un certain nombre d'Européens convaincus, vous trouverez à peu près les mêmes tendances. Si certains d'entre vous participent à des exercices de scénario planning, vous allez sans doute aussi trouver les mêmes tendances. J'ai souhaité en retenir 3 qui me paraissent déterminantes pour l'avenir de l'Union européenne. La première, et ces 3-là sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. La première, c'est celle qu'on observe manifestement et qui s'est renforcée au cours de la crise financière des 5 dernières années. C'est celle à la fois de la mondialisation et de l'interconnexion financière entre l'ensemble des pays du monde. Entre 1950 et 2007, le commerce mondial a connu une expansion annuelle moyenne supérieure à 6% chaque année, ce qui a contribué à une augmentation moyenne du PIB réel d'environ 3,8%. L'accélération des flux commerciaux et financiers a fait progresser la croissance, le bien-être à travers le monde. Ce sont des chiffres qu'on cite souvent, des centaines de millions d'individus qui ont réussi à sortir de la pauvreté à cette occasion. Pour autant, cet accroissement des flux n'a pas contribué à réduire les inégalités, tant s'en faut, n'a pas non plus réussi à complètement éradiquer ni la pauvreté, ni l'extrême pauvreté que l'on retrouve dans l'ensemble des pays du monde. Alors, dans les décennies à venir, cette puissante dynamique de la mondialisation, qui est alimentée en particulier par les technologies de la communication, les flux financiers, les mouvements migratoires, continuera évidemment à forger l'avenir du monde, et tout particulièrement celui de l'Union européenne et de la zone euro, qui constitue un pôle d'attraction évident. Deuxième grande tendance lourde, importante pour cette partie du monde, ce sont les évolutions démographiques. Dans l'Union européenne, depuis les années 50, donc je reviens à M. Schuman, depuis les années 50, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans. Et le taux de dépendance, c'est-à-dire le rapport entre inactif et actif, qui est aujourd'hui de 30%, passera en 2060 à 60%. L'Europe n'est pas la seule dans cette situation. De nombreux pays d'Asie, notamment la Chine, qui vont connaître le même phénomène de vieillissement et l'augmentation du rapport de dépendance, ce qui posera un certain nombre de problèmes d'ordre à la fois politique, économique et sociaux. Troisième tendance de fond, l'innovation technologique. Ce petit téléphone qu'on nous a demandé d'éteindre tout à l'heure, il a une puissance de calcul à peu près 1000 fois supérieure aux ordinateurs qui ont été utilisés dans le cadre du programme Apollo pour lancer les premiers vaisseaux spatiaux. Il possède à peu près 16 fois plus de mémoire, il est 25 fois plus petit et il est évidemment infiniment moins coûteux, fort heureusement. Et ces progrès technologiques ont des effets révolutionnaires. Il y a un certain nombre de chercheurs du MIT actuellement qui sont en train d'identifier, ils ont tort ou ils ont raison, on verra, ils sont en train d'identifier une entrée dans une ère de révolution technologique qui créera encore plus d'attentes, puisqu'on est en mécanisme de complète transparence et de complète visibilité, mais qui également entraînera et rendra obsolète un certain nombre de métiers auxquels nous sommes aujourd'hui attachés. Voilà 3 grandes tendances de fond, et on pourrait évoquer, bien entendu, les questions fondamentales de pénurie de ressources rares ou des effets du changement climatique qui sont en soi des phénomènes qui pourraient nécessiter un débat. Alors moi, j'en viens cette fois-ci à la deuxième question qui s'inscrit dans ce paysage-là. Quels sont les grands défis que les décideurs économiques doivent affronter aujourd'hui ? En ce qui concerne l'économie européenne, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est que l'économie européenne est en train de commencer à se remettre de la crise. On le voit sur un certain nombre d'indicateurs basiques. On le voit aussi à l'orientation des marchés, très positive, peut-être trop positive par rapport aux fondamentaux. La moins bonne nouvelle, c'est que cette reprise, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure en me citant à Aix, elle est fragile, elle est assez modeste, et puis elle est toujours assez déséquilibrée au sein de la zone euro. La question, c'est comment entretenir cette reprise, comment
la soutenir pour qu'elle engendre cette croissance solide, durable, rééquilibrée et plus inclusive que notamment les pays du G20 appellent de leur vœu depuis maintenant environ 5 ans. Parce qu'à défaut d'une croissance renforcée, il sera évidemment très difficile de s'attaquer aux séquelles lourdes laissées par la crise financière que sont à la fois le poids de la dette et le chômage. Ce qui est en effet un vrai risque de cercle vicieux dans lequel la persistance d'un taux de chômage et d'un ratio dette publique sur PIB élevé entraîne tout simplement un affaiblissement de l'investissement, tant public que privé, j'y reviendrai si vous le souhaitez sur l'investissement public, et plomberait bien entendu les perspectives de croissance. Alors que doit faire l'Europe? De notre point de vue, à ce stade, l'impératif absolu, ce sont les réformes structurelles. Des réformes structurelles qui permettent d'enfoncer les obstacles qui aujourd'hui nuisent à l'innovation, à la création d'emplois et à la productivité. Je voudrais à ce stade citer un acteur européen important, Mario Draghi, qui l'a signalé la semaine dernière à peu près dans les mêmes termes lors de la conférence à la mémoire de Tommaso Padoa-Schioppa. Il a dit « La législation de l'Union européenne peut ouvrir les marchés, mais seules les réformes structurelles permettront aux entreprises et aux individus de tirer pleinement parti de cette ouverture. » Et nous sommes en parfait accord avec lui sur cette analyse. Et si aujourd'hui des avancées incontestables ont été engagées par un certain nombre de pays de la zone euro, il reste beaucoup à faire, notamment par un certain nombre de pays. On a travaillé un peu sur ces questions de réforme structurelle, même si c'est plutôt la spécialité de l'OCDE que celle du Fonds monétaire international, mais en utilisant les travaux de l'OCDE, on a pu ainsi considérer que si les pays de la zone, tous les pays de la zone, parce qu'il est clair que lorsque les réformes structurelles sont engagées, elles doivent l'être à la fois de manière cohérente et synchronisée entre les différents pays. Si c'était le cas, et si notamment les pays de la zone réduisaient d'environ 10 à 20% l'écart à la fois sur le marché des produits et sur le marché du travail, l'écart donc à la meilleure norme de l'OCDE, le produit intérieur brut de la zone euro en 2019 pourrait, d'après nos estimations, être supérieur de 3,5% à nos prévisions actuelles. Alors, les réformes structurelles, même si c'est la priorité absolue, ça n'est pas en soi suffisant. Et donc, de notre point de vue, il faut évidemment que la politique monétaire qui est actuellement menée par la BCE se poursuive de manière accommodante, pas de manière indéfinie, mais jusqu'à ce que la demande privée se soit complètement rétablie et que la BCE ait réussi à atteindre son objectif de stabilité des prix, parce qu'il nous semble en effet qu'une inflation obstinément faible et avec un 0,7% prévu à 1,2%, on est largement en deçà des seuils prévus en matière de stabilité des prix. Cette inflation obstinément faible peut gravement nuire à la croissance, alourdir sensiblement le service de la dette et faire obstacle à la création d'emplois. Ça, c'est pour la politique monétaire. En ce qui concerne la politique budgétaire, beaucoup a été engagé par un certain nombre des pays de la zone euro. Elle est aujourd'hui à peu près neutre, et ça nous paraît, dans l'ensemble des pays de la zone, ça nous paraît suffisant, et il nous semble en particulier que dans l'hypothèse où la croissance serait inférieure aux prévisions qui sont actuellement les nôtres, 1,1 pour cette année, 1,5 en moyenne pour la zone euro l'année prochaine, il ne faudrait pas engager plus de consolidation budgétaire, mais au contraire laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Troisième prescription de notre point de vue, que j'évoquais aux journées du Cercle des économistes, eh bien, c'est la nécessité pour un certain nombre de pays qui disposent des marges budgétaires et pour lesquels il y a un output gap, pour lesquels il y a sous-utilisation des capacités de production et où des besoins en infrastructures aussi bien matériels qu'immatériels existent, il doit y avoir un impératif d'investissement public utile et nécessaire en soi et également susceptible d'entraîner de l'investissement privé. Enfin, il nous paraît nécessaire de poursuivre l'assainissement des bilans, aussi bien les bilans des banques que les bilans des entreprises ou des ménages. Ce n'est pas toujours la même chose selon les pays de la zone euro. Dans certains cas, c'est plus les entreprises, dans d'autres, plus les ménages. Et en toute hypothèse, les conditions de financement actuelles devraient être utilisées à plein par les banques, notamment, pour renforcer leur capitalisation et se mettre non seulement
au niveau de Bâle III dans l'attente du résultat des estimations de bilan des banques, mais tout simplement pour se préparer et se renforcer. Il nous semblait également que dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Espagne, une révision approfondie du régime des faillites devrait être engagée pour permettre cette amélioration. Enfin, dernier point sur les mesures de court terme, il nous semble important de finaliser l'union bancaire qui a été courageusement mise en œuvre par les Européens pour avoir un mécanisme tel et suffisamment simple d'utilisation pour que ce lien redoutable entre les États et les banques soit définitivement rompu. J'en viens à mon dernier point, et j'évoquerai 3 sous-parties, dont une qui me tient particulièrement à cœur, en termes d'ambition pour une Europe et pour une zone euro particulièrement solide et compétitive. Quels sont les grands choix qui s'imposent? Le premier grand choix, c'est celui qui concerne les hommes. Il nous paraît impératif à la fois de préserver et de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est aujourd'hui, quand on regarde la situation dans le monde, quand on regarde les besoins en termes de compétences, les besoins en termes d'emploi, il y a une compétition féroce dans laquelle les Européens doivent tenir leur rang. Vous allez vous promener au Nord Dakota, vous allez en Californie, vous allez en Inde, il y a des besoins considérables auxquels les talents européens peuvent répondre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le Nord Dakota ou d'aller en Californie ou d'aller en Inde. Il y a aussi des besoins à satisfaire, des réserves de talents qu'il faut impérativement continuer à former. Et de ce point de vue, le chômage des jeunes, avec un taux moyen de 24% dans les pays de l'Union européenne, est tout simplement tragique. Un jeune chômeur à l'aube de l'âge adulte qui ne trouve pas d'emploi, on le sait, toutes les études le montrent, perd graduellement et rapidement ses compétences, perd confiance dans ses talents, perd confiance dans sa capacité à apprendre de nouveaux talents, et son employabilité future est évidemment mise en cause. On est en plus, rappelez-vous le point démographique que j'évoquais au tout début de mon intervention, on est dans une situation de vieillissement, où très clairement l'avenir de l'Europe repose sur ces générations, à la fois pour soutenir l'économie, et puis pour participer à ce mécanisme de protection sociale qui existe et qui est très particulier à l'Union européenne. Donc l'Europe, elle dépend de cette génération, à la fois pour tenir son rang dans l'économie mondiale, de plus en plus compétitive, pour prendre en charge les retraites de nous autres, les baby boomers, et puis pour assumer le poids de la dette. Et assumer le poids de la dette dans un système où la croissance est très faible, c'est redoutable. Donc, il faut arriver à sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Il faut donc que l'Europe équipe sa jeunesse pour la mettre ou la remettre au travail, et il en va de sa survie. Je crois que de ce point de vue-là, des efforts sont engagés. Le programme Erasmus est probablement le programme le plus populaire en Europe parmi la jeunesse. L'utilisation extensive du MOOC européen en étroite liaison entre le monde éducatif et le monde du travail nous paraissent aussi des éléments très importants à considérer. Les efforts financiers engagés doivent être tenus, et c'est ce que nous appelons, nous, les investissements en infrastructures immatérielles qui sont indispensables. Donc ça, c'est le premier point, le capital humain. Deuxième point important, des marchés régionaux profonds de capitaux, plus développés, plus diversifiés, afin de financer l'innovation, l'investissement et la croissance. Un certain nombre de beaucoup plus grands dirigeants du Fonds monétaire international ont commis d'excellents articles sur la titrisation des prêts aux PME. Nous souscrivons tout à fait à ces projets. Nous les considérons comme parfaitement appropriés pour répondre actuellement à un système où le secteur productif européen dépend largement du secteur bancaire et où la fragmentation et le rapport actuel entre fournisseurs de crédit et demandeurs de crédit est grippé et ne fonctionne pas convenablement. Il y a eu des tentatives dans le passé pour créer ce marché profond et positif pour les entreprises. J'en ai quelques souvenirs. Il y a eu de multiples rivalités et j'espère que les moyens technologiques aidant et la volonté politique se précisant à cet égard, eh bien, les rivalités de place pourront être dépassées et que des solutions pourront être trouvées à cet égard. D'autant plus qu'il importe évidemment de combattre la fragmentation financière et de permettre
la vraie libre circulation transfrontalière des liquidités, et pas seulement par des mécanismes de repo auprès de la Banque centrale. Et puis, de manière plus générale, l'union bancaire que j'évoquais tout à l'heure, elle doit évidemment permettre que, où qu'elle soit implantée en Europe, les banques puissent prêter n'importe où et à des conditions concurrentielles. Enfin, dernier point sur lequel je serai très rapide, puisque vous avez évoqué ma carrière ministérielle, moi, mon engagement européen a trouvé des racines renforcées à l'époque où j'étais ministre du Commerce extérieur et où, lorsque nous négocions les accords OMC entre les différents partenaires, eh bien, on s'apercevait très rapidement que l'Allemagne, lorsqu'elle parlait seule, la France, lorsqu'elle parlait seule, ou l'Italie, lorsqu'elle parlait seule, de nos indications géographiques ou autres caractéristiques, n'avaient pas grand poids, et où, en revanche, lorsque l'Union européenne, d'une seule voix, s'exprimait à la table de l'OMC, ça portait un peu plus. Bien, dans ce contexte-là, les grands accords commerciaux nous paraissent une voie extrêmement favorable pour permettre à l'Europe de gagner en compétitivité, de gagner en productivité, avec évidemment les inconvénients d'une concurrence avérée et aggravée, si j'ose dire, par l'ouverture des marchés, tout simplement posant ainsi un défi à un certain nombre d'organisations en place qui ont besoin d'être confrontées au vent de la concurrence. Voilà, j'ai évoqué rapidement les questions humaines, les questions capitalistiques et l'univers concurrentiel de nature à améliorer la productivité, qui est un vrai point d'interrogation, parce qu'on s'aperçoit en effet que la productivité et les gains de productivité ont été relativement faibles au cours de la dernière décennie. Je conclurai en évoquant une dernière fois Jean Monnet, si vous me le permettez, qui a dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Je crois que les efforts en matière de ressources humaines, les efforts en matière de véritable mouvement des capitaux sont de nature à créer ce ferment que Monnet appelait de ses voeux. Merci beaucoup. Puis-je même me permettre de vous dire que ce que vous venez de citer n'est pas de Jean Monnet, mais de Robert Schuman, puisque c'est la déclaration du 9 mai 1950 dans le texte. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci infiniment. Vous venez de présenter un budget allemand pour 2015 en équilibre pour la première fois depuis 40 ans, je crois, plus de 40 ans. En Allemagne, et vous-même, vous y voyez la pertinence des réformes engagées depuis longtemps dans votre pays. Et donc, le message que votre pays adresse au sein de la zone euro, c'est que ces réformes sont nécessaires. Madame Lagarde le rappelait. Est-ce que vous pensez qu'elles sont toutes applicables en même temps? Question qu'on se pose beaucoup dans les cercles parisiens et dans les cercles financiers européens. Est-ce que vous pensez aussi que les besoins d'investissement, les besoins de prendre en compte la dimension humaine, ce que certains appellent la flexibilité du pacte de stabilité, comment la définir? Y voyez-vous des évolutions? Mais je préfère vous laisser exprimer tout cela à votre manière. Merci beaucoup, Monsieur Giuliani. Mesdames, Messieurs, je m'excuse, mais si je parlerais français, ce serait une torture pour vous et pour la langue française. Et ça ne mérite pas la grande langue française. Pour cela, je vais parler en allemand. Ich möchte mich sehr bedanken. Je vous remercie très sincèrement pour votre invitation et pour votre très aimable accueil. Et je vous remercie aussi de me donner l'occasion de retrouver ma collègue et amie Christine Lagarde ici à la Fondation Robert Schuman, que je suis depuis longtemps. Christine Lagarde a décrit de manière très juste et intéressante l'univers de la mondialisation et a posé le cadre de tout ce que nous devons faire ici en Europe.
Du fait de cet incroyable bouleversement mondial qui a été accéléré par la force d'innovation des nouvelles technologies, du fait que nous sommes influencés par tout ce qui évolue dans le monde entier, du fait que, en raison de notre démographie bien spécifique, nous représentons désormais moins de 10% de la population mondiale et bientôt encore moins, car cela évolue rapidement, du fait que dans les pays anglo-saxons, les Européens, pas seulement les Allemands, mais aussi les Européens en général, sont souvent considérés avec une certaine ironie aux lèvres comme rich, aging and risk-averse. Tout cela est vrai. Dans ce contexte, face à ce problème central, nous devons réagir si dans cet univers de la mondialisation, nous voulons défendre notre façon de vivre et nos valeurs. Si pour nous c'est important, si nous considérons que c'est important dans notre monde actuel parce que nous sommes convaincus que cela est important pour ce 21e siècle, alors nous devons agir ensemble. Et pour cela, l'Europe doit être forte. L'Europe est forte pour beaucoup de raisons. Avant tout, pour la richesse de sa diversité. Par conséquent, les expériences d'un pays n'ont pas lieu d'être transposées à l'identique aux autres pays. Cela serait une énorme erreur de le faire. Cela ôterait même toute force à l'Europe. Nous ne voulons pas d'une Europe uniforme, mais nous voulons tout ce qui fait la diversité de l'Europe, l'héritage européen, la tradition européenne, la force de l'Europe. Et pour cela, nous devons être compétitifs. Christine Lagarde l'a parfaitement décrit et je ne le répéterai pas. Je ne saurais d'ailleurs pas l'exprimer aussi bien qu'elle. Donc, des réformes structurelles s'imposent. Toujours et encore, c'est un processus continuel. C'est peut-être le danger actuel en Allemagne, même si tout va bien. En effet, tout semble bien aller pour l'instant. Nous avons un budget équilibré, mais encore plus important, nous enregistrons des chiffres de croissance bien meilleurs que d'autres, malgré la crise profonde de 2009, après Lehman Brothers et la baisse de plus de 5% de notre produit intérieur brut. Nous suivons actuellement une évolution très positive sur le plan économique, ce qui prouve par ailleurs que la consolidation financière et la hausse de la croissance ne sont pas des alternatives, mais que la première est la condition sine qua non de l'autre. Ce sont deux côtés d'une même médaille. Ils vont ensemble, on ne peut pas diviser une médaille. Elle est composée des deux côtés. Dissociée, elle est cassée, elle n'a aucune utilité. Ce n'est pas une alternative. Donc les deux côtés vont nécessairement ensemble. Et nous devons sans cesse améliorer notre compétitivité des réformes structurelles continuelles. Nous devons assouplir le marché du travail. Là où cela est nécessaire en Allemagne, cela a vraiment été la clé pour réduire notre taux de chômage trop élevé, en particulier le chômage des jeunes et encore plus particulièrement des jeunes diplômés, car le chômage constituait un très grave problème en Allemagne. Et nous avons assoupli le marché du travail, nous en avons assoupli les règles et nous avons obtenu des résultats positifs. Je crois que notre système de formation professionnelle, de formation en alternance, de formation pratique pour la pratique est très performant. Mais ce n'est pas ce qui est décisif. Des réformes continuelles supposent aussi naturellement une augmentation des investissements. Et je pense néanmoins que nous ne devons pas réduire les investissements aux seuls investissements qui sont financés par les fonds publics. Nous ne pourrons pas financer les énormes besoins en investissement. Nous ne pourrons pas financer du public money si sur le marché de l'Internet, nous voulons tenir le rythme des autres systèmes économiques du monde. En revanche, nous devons mobiliser les investissements privés qui sont beaucoup plus importants et créer les conditions nécessaires à cet effet afin d'améliorer notre compétitivité. Voilà ma première remarque. J'aurai une deuxième remarque. Un débat est en cours entre économistes du monde entier et ce débat n'a pas encore été tranché. Je fais partie de ceux de l'école de Ludwig Erhard, c'était le père du miracle économique allemand, qui pensent que la politique économique ou la théorie économique sont intrinsèquement liées aux hommes. Et c'est
d'ailleurs pourquoi je crois que la mathématisation de l'économie peut donner à trop de jugements différents parce qu'elle ne prend pas en compte les réactions des hommes. La politique économique a pour mission de créer les conditions nécessaires pour que les hommes prennent les décisions adéquates. Des régimes libéraux sont également nécessaires et les Chinois l'ont eux-mêmes réalisé quelques décennies et ont pris des décisions en ce sens. Les systèmes où les hommes décident par eux-mêmes sont beaucoup plus efficaces que les régimes centralisés. C'est dans la nature humaine, mais la politique doit donner ensuite les bonnes incitations et pas de mauvaises incitations. Nous en avons fait l'expérience lors de la crise financière, nous l'avons appris, ce que l'on appelle dans les pays anglo-saxons la problématique de l'aléa moral, à savoir lorsque les responsabilités sont dispersées, les uns décident, les autres supportent les risques, alors on a un moral hazard problem et l'on prend de mauvaises décisions et plus rien ne fonctionne. C'est tout l'enseignement tiré de la crise financière et bancaire, résumé de manière très simplifiée. C'est aussi valable pour l'économie d'une manière générale et c'est un problème pour la structure de l'Union monétaire européenne, j'y reviendrai, et pour toutes les décisions et même pour les questions liées aux prestations sociales qui font l'objet de débats occasionnels en Allemagne. Nous devons toujours réfléchir, donnons-nous les bonnes incitations ou les mauvaises. Il y a eu et il y a encore en Allemagne un débat de savoir s'il ne serait pas socialement juste que toute personne, indépendamment qu'elle travaille ou non, bénéficie d'un revenu minimum garanti par l'État. Ce serait un très grand acte d'humanité et de justice. Mais cela pourrait conduire à ce que les gens ne travaillent et n'aient envie de travailler que s'ils sont incités à le faire et qu'ils n'aient intérêt à travailler que s'ils perçoivent plus de salaire que le salaire minimum garanti. Par conséquent, il faut toujours vérifier pour toute décision que l'on ne donne pas une mauvaise incitation. Les banquiers, et je vois d'ailleurs déjà Jean-Claude Trichet devant moi, n'apprécient pas que le Conseil allemand des experts en économie, c'est-à-dire la plus haute instance de conseil économique d'Allemagne, ait déclaré l'an dernier qu'en cas d'assouplissement monétaire, il faut toujours veiller à ce que l'instrument de politique monétaire ne soit pas entendu par les décideurs politiques comme prétexte pour ne pas prendre de décisions. C'est ce que le successeur de Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, répète sans cesse. Nous prenons nos décisions. Nous faisons ce que nous pouvons dans le cadre de notre mandat. Mais nous ne pouvons pas décharger les décideurs politiques, gouvernement, parlement, de leur rôle de prendre des décisions, de mettre en œuvre des réformes structurelles et de mener une politique de consolidation financière dans un souci de croissance économique. La politique monétaire peut être assouplie, peut permettre de gagner du temps, mais elle ne peut pas prendre les décisions nécessaires. Pourtant, elle est souvent employée par les hommes politiques, notamment en Allemagne, comme prétexte de ne pas faire ce qui est urgent. Il faut être conscient de ce danger. C'est aussi le problème lorsque nous communautarisons les responsabilités sans avoir communautarisé les décisions. C'est une mauvaise incitation. C'est inévitable. C'est la nature humaine. Il faut par conséquent maintenir le parallélisme. Il est maintenant très important que nous veillions toujours et encore à prendre les bonnes décisions. De plus, en tant que politiciens, nous devons toujours reconnaître que les instances politiques démocratiques, peut-être est inhérent à la nature, tendent à donner plus de poids au court terme qu'aux nécessités du long terme. C'est une caractéristique propre à l'homme, c'est aussi lié à la délimitation dans le temps des mandats démocratiquement légitimés. Nous devons donc créer des systèmes d'incitation de sorte que nous mettions en œuvre les bonnes décisions, donc toujours des réformes structurelles. Le deuxième point concernant la situation économique, je ferai ici aussi quelques remarques. Nous avons vécu cette situation quelques années en Allemagne. Nous avons dû lutter durement au cours des premières années de la crise de l'euro. Dès lors que l'économie dans son ensemble ne va pas bien, les consommateurs, les
les investisseurs, les travailleurs et tous les acteurs économiques, c'est-à-dire toute l'opinion publique, connaît une crise de confiance. La stabilité politique, par exemple, est donc un élément indispensable à une évolution économique positive et raisonnable. La confiance, en ce sens, dans la situation économique après une crise ne peut augmenter que si nous sommes crédibles. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de ne pas parler constamment des règles, mais de les appliquer et de les respecter. En Allemagne, nous ne sommes absolument pas exemplaires en ce qui concerne notre politique budgétaire. Nous respectons seulement ce qui a été convenu au plan européen. Nous avons donc beaucoup à faire et je ne considère pas cela comme un exemple, mais seulement comme la normalité. Mais cela est important parce que ce n'est que de cette manière que nous gagnons la confiance des investisseurs et des consommateurs. Cela est primordial. La situation économique de l'Allemagne est actuellement due pour plus de 80% à la demande intérieure. Nous avons le meilleur climat de consommation que nous ayons jamais connu depuis des décennies. Nous enregistrons aussi une hausse de la propension à investir, ce qui montre que les hommes et les femmes accordent davantage de crédit aux hommes politiques qui ne font chaque année le contraire de ce qu'ils ont promis l'année précédente. Ma troisième remarque concerne notre sujet à proprement parler, la construction européenne. Comment rendre l'Europe et la zone euro plus fortes? La construction européenne est complexe. Nombreux sont les Européens enthousiastes, pleins d'idées et prêts à proposer ce qu'il faudrait faire. Certes, sur le papier, la planification est magnifique, mais les hommes sont souverains dans chaque système démocratique et ce n'est que de manière très limitée qu'ils sont disposés à transférer des décisions d'un État à d'autres instances. On ne peut pas le critiquer, c'est une réalité, mais la construction européenne doit toujours s'adapter à cette réalité. Nous avons commencé au début du temps de Robert Schuman et Jean Monnet par une union politique avec la communauté européenne de défense. C'était une évidence en Allemagne. Pas étonnant après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et Hitler, mais ça posait davantage de problèmes dans d'autres pays. On a continué à avancer et on est arrivé à l'intégration économique parce qu'on s'est rendu compte que nous avons besoin d'un marché commun. Par la suite, dans les années 80, Jacques Delors a dit un jour « Nous avons besoin d'une monnaie commune pour le marché commun ». C'était exact. Nous avons discuté à nouveau. Et si nous créons une monnaie commune, pourquoi pas n'aurions-nous pas aussi une politique financière et économique commune? Et on s'est dit « Non, on ne peut pas créer une union monétaire avec 18 ministres des Finances et de l'économie indépendants. Nous avons alors signé un traité avec des règles auxquelles deux grands pays ne se sont pas tenus. Le premier, c'était l'Allemagne, et le deuxième, j'ai oublié. Mais on peut le trouver dans les livres d'histoire. Mais l'Allemagne, en 2003, était largement en tête. Et en pleine crise de l'euro, nous avons dit alors que nous devions désormais aider les pays sous pression des marchés qui ont exagéré, mais nous aidions à certaines conditions pour que les pays cèdent eux-mêmes. J'avais un point de vue différent au début, mais je n'avais pas pour autant raison, car nous ne nous sentions pas capables de respecter nous-mêmes les règles. Nous avons donc demandé au FMI de faire partie de la Troïka, aux côtés de la BCE et de la Commission européenne. Sans le FMI, nous n'aurions jamais gagné la confiance. C'est la vérité. Néanmoins, ce sont les Européens qui se dotent eux-mêmes des moyens pour respecter les règles. Et en Allemagne également, nous avons encore un peu de marge de progression vers le haut. Il y a donc encore des marges de progression et c'est ça qui est fondamental et essentiel. Et par la suite, nous avons amélioré peu à peu la gouvernance de la zone euro. Six-pack, two-pack, semestre européen, country-specific recommendations, etc. Cela a été difficile, très difficile.
mais cela a mieux fonctionné que beaucoup ont dit. L'euro vit encore, ni la France ni l'Allemagne n'ont sombré, la terre tourne encore et l'euro est une monnaie stable, presque trop stable, voire surévaluée sur les marchés financiers. C'est un autre sujet. Malgré tout, nous devons continuer sur cette voie maintenant. Je suis tout à fait convaincu que si nous voulons renforcer ce processus au cours des prochaines années, nous devons donner un caractère plus contraignant à nos décisions, du moins pour la zone euro. Je sais, on ne devrait pas parler à Paris de modification des traités, mais il faudra quand même renforcer d'une manière ou d'une autre la gouvernance, car sinon, nous ne ferons pas de réels progrès sur cette voie. Nous avons besoin d'une politique économique et financière commune pour stabiliser les politiques monétaires. Nous ne devons pas tout centraliser en Europe. Cela sera long, car à chaque fois, il faut convaincre les pays souverains que ce nouveau pas est nécessaire et utile. Il faut donc avancer progressivement, pragmatique, non sans problème et difficultés, mais dans la perspective d'un succès historique, car nous avons beaucoup réalisé en Europe. Nous pouvons encore bouger les choses à court terme. Je pense qu'on vient de faire un pas important. Le Parlement européen joue un rôle politique plus important, de même que la Commission européenne, même si cela n'a pas plu à tous les chefs d'État et de gouvernement. C'est la vérité. Mais c'est une réalité politique. Pour la constitution de la nouvelle Commission et l'élection du président de la Commission, on a donné au Parlement et donc aussi aux électeurs un rôle plus important. On ne pourra pas revenir en arrière. Il faut continuer. Les institutions européennes démocratiquement légitimées participent davantage aux décisions européennes. Si cela n'avance que progressivement, eh bien, il faut le faire progressivement. Je dirais encore deux choses que l'on peut faire directement. La Commission et l'Europe, d'une manière générale, peuvent faire beaucoup plus en ce qui concerne l'utilisation des ressources. Je connais un certain nombre de pays, je ne pense pas du tout à la France, là, mais par exemple à l'Italie. Et lorsque j'entends dire que l'on a besoin de plus de fonds pour investir, je me pose la question, pourquoi dans le cadre du dernier financement du Parlement, seulement 60% des fonds destinés à l'Italie ont été engagés dans les fonds structurels et régionaux? Le pacte de stabilité et de croissance n'a pas été un obstacle. Il n'y a eu qu'un manque d'opportunités en matière d'investissement. C'est pour ça que j'ai proposé au ministre des Finances que nous abordions le sujet suivant lors de notre prochaine réunion à Milan. Quelles sont les possibilités en matière d'investissement en termes de réseaux numériques, d'union énergétique, de réseaux transeuropéens, c'est-à-dire comment agir plus et proposer des financements associés à des investissements privés. Donc, plus d'efficacité dans l'affectation des fonds européens. Better spending avait été une grande promesse. Il y a eu un fonds il y a quelques années, 6 milliards d'euros pour lutter contre le chômage des jeunes notamment. Aucun euro n'a encore été versé. Tant que on n'a pas besoin de discuter de grandes sommes, il faut implémenter tout simplement. Barack Obama l'avait dit lors de sa première campagne électorale. It's implementation stupid. It's implementation stupid. Ce qui manque vraiment, c'est la mise en œuvre, la concrétisation des promesses. Alors, peut-on améliorer l'efficacité de la Commission? Une deuxième remarque maintenant. Certains n'aiment pas l'entendre chez moi en Allemagne, mais cela ne me dérange plus. Nous pourrions attribuer à la Commission européenne, à la Commission dans son ensemble ou aux commissaires compétents exactement les mêmes droits en matière de contrôle budgétaire et donc de respect des règles du pacte de stabilité et de croissance qu'au commissaire européen à la concurrence pour respecter les règles de concurrence. Par conséquent, si un projet de budget national est présenté aux institutions européennes, il y a le semestre européen. Et si la Commission constate qu'il n'est pas conforme aux obligations européennes, il pourrait être demandé à l'État membre de remplir ses obligations. Mais il appartient à l'État membre de choisir la façon dont il remplit ses obligations. Le pouvoir budgétaire du Parlement européen n'en est absolument pas affecté.
En Allemagne, il y a un débat qui a été ouvert pour savoir si cela constitue une atteinte à la souveraineté. J'en ris. Le respect des règles dont nous avons nous-mêmes convenu ne peut pas être une atteinte à la souveraineté nationale, sinon nous ne prendrions aucun engagement international. Ce sont donc des choses que nous pourrions mettre en œuvre. Cela veut dire, et cela sera ma dernière remarque, que nous savons l'orientation que doit prendre l'Europe si nous voulons une Europe forte. Et dans ce contexte de mondialisation, une Europe forte est la seule chance pour nous autres Européens. Nous savons que c'est difficile, que nous devons faire preuve de patience, que nous devons avancer pas à pas, mais nous devons aller dans cette direction. Et dans tous les débats auxquels nous participons, nous devons toujours y réfléchir afin de faire toujours un nouveau pas dans cette direction. Pas plus, mais nous devrions le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de la clarté de ces propos. Puis je me permets de soumettre à votre discussion une ou deux interrogations qui, ici à Paris, vous le savez, relaient celles de beaucoup d'économistes et que vous évoquiez tout à l'heure. C'est d'une part la politique monétaire européenne, à bien des égards, plusieurs économistes, plusieurs courants économistes, plusieurs prix Nobel d'économie vont jusqu'à dire que la politique monétaire européenne, elle est sérieuse, elle est rigoureuse, et je le dis devant M. Jean-Claude Trichet, j'en suis un adepte, mais nous sommes dans un monde, à bien des égards, un monde de tricheurs, où d'autres jouent sur la masse monétaire pour reprendre de la compétitivité, pour accroître la concurrence, et que finalement, cette Europe qui essaie de se remettre en ordre en respectant les règles que vous rappeliez, et vous avez raison, finalement, en étant trop sérieuse, elle risque de se retrouver dans des situations qu'elle a connues, par exemple, entre les deux guerres, en essayant d'être exemplaire. Ce n'est pas ma pensée, mais vous savez qu'ici à Paris ou ailleurs, et même aux États-Unis, la question est posée de la pertinence d'une politique monétaire sérieuse à laquelle personnellement j'adhère. Je ne sais pas si je peux oser l'impertinence de poser cette question, mais je crois en tout cas que dans la salle, plusieurs se la posent. Je trouve que c'est une preuve de finesse d'avoir identifié l'unique point sur lequel je ne serais peut-être pas complètement d'accord avec Christine Lagarde. Oui, en Allemagne, il y a un usage selon lequel le ministre des Finances ne doit pas s'exprimer sur la politique monétaire, car nous veillons beaucoup à l'indépendance de la Banque centrale. Et je crois que c'est également très utile d'avoir une Banque centrale indépendante qui ne soit pas à la disposition de la politique. Nous débattons également au sein de la Banque centrale entre les théoriciens monétaires sur le sujet. Et là, je cite la présidente de la Réserve fédérale. Qu'est-ce qui est déterminant pour la Banque centrale et pour la politique monétaire? Est-ce uniquement la stabilité des prix, à savoir le maintien d'un équilibre raisonnable entre les anticipations inflationnistes et déflationnistes, ou bien la politique monétaire doit-elle aussi prendre en considération le danger des bulles spéculatives nouvelles, le prix des actions, etc. Et à cela, la Réserve fédérale répond, c'est une affaire dont la réglementation nationale et la surveillance nationale doivent se préoccuper pour qu'il n'y ait pas de nouvelles bulles, car le risque existe. Nous ne pouvons jamais prévoir l'arrivée d'une crise avant qu'elle n'éclate, mais pour autant, nous ne devons jamais négliger les signaux de danger que nous percevons. Nous connaissons également un important endettement des pays industrialisés par rapport au PIB, et nous avons atteint de nouveau le niveau record de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
alors que d'aucuns pensent que nous ne sommes pas assez endettés. Moi, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste. Je pense plutôt que notre niveau d'endettement n'est pas durable. Mais il se pose la question de la bulle spéculative résultant d'une quantité excessive d'argent, ainsi que des taux d'intérêt bas qui ne traduisent pas seulement une inflation faible, mais représentent de plus en plus un problème, à savoir si le taux d'intérêt remplit encore son rôle économique. Mais l'excès d'argent et de liquidité que nous avons également avec la monnaie de la Banque centrale favorise cette bulle spéculative et c'est ma compréhension des hommes. Et Christine Lagarde a déclaré « On doit toujours intégrer la nature des hommes dans chaque décision ». Et je pense que la capacité d'innovation à contourner les réglementations est toujours plus importante que le pouvoir des réglementations à éviter cela. C'est le cas dans le droit fiscal et les anciens Romains savaient déjà que la fraude fiscale était tout à fait courante et conforme à la nature humaine. On doit néanmoins lutter contre cela. Et il en est de même avec le contournement des réglementations des marchés financiers. Nous pouvons réglementer le secteur des finances à loisir. Il y aura toujours de nouveaux développements dans le secteur bancaire parallèle. C'est pourquoi nous devons maintenir juste la nécessaire masse monétaire pour réduire le risque des nouvelles bulles spéculatives et par conséquent pour qu'il n'y ait pas de nouveaux risques non maîtrisables. Madame Lagarde, est-ce que je peux vous demander votre avis? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, votre question, c'était de savoir si la Banque centrale européenne avait une politique pertinente. Et nous, notre analyse, c'est que la politique de la Banque centrale européenne est tout à fait pertinente. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle fait preuve d'indépendance, et du point de vue du FMI, en tout cas, cette indépendance est déterminante. Deuxièmement, elle agit dans le cadre de son mandat. Elle a un mandat qui n'est pas binaire comme le mandat de la Fed. Elle a pour objectif un objectif de stabilité des prix, très légèrement inférieur et près de 2%. Je parle sous le contrôle de Jean-Claude Trichet qui connaît ça à l'envers, à l'endroit. Et ce qu'elle a fait depuis plusieurs années, pas seulement depuis l'arrivée de Mario Draghi d'ailleurs, le président Trichet l'avait fait avant lui aussi, elle a été obligée d'innover, de transgresser par rapport à ce qu'on avait convenu d'appeler une politique monétaire entre guillemets normale, qui jouait sur un ou deux outils fondamentaux, mais qui n'était pas obligée de développer des outils complémentaires. Elle l'a fait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, parce qu'il fallait transgresser pendant cette période-là. Et toutes les banques centrales l'ont fait. Vous regardez la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Fed évidemment, la BCE, elles ont toutes engagé des politiques de ce type, en utilisant des moyens différents. La Banque centrale européenne, si vous voulez mon avis, l'a plutôt un peu moins fait que les autres, mais elle ne s'est pas privée de ces outils. Et elle a dit qu'elle les utiliserait si et quand c'était nécessaire. Nous, de notre point de vue, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant est parfaitement compatible avec ses principes d'indépendance et l'impératif du mandat, même si c'est discuté parfois ici ou là, y compris devant des tribunaux. Et ça nous paraît tout à fait pertinent. Le fait que le président de la BCE ait également indiqué qu'il était prêt à aller plus loin dans l'hypothèse où l'inflation demeurerait durablement et gravement basse, nous paraît également un bon principe. Donc de ce point de vue-là, nous, notre sentiment, c'est que c'est pertinent. Je suis complètement d'accord avec Wolfgang Schäuble lorsqu'il dit que la politique monétaire n'est pas tout, et elle ne peut pas tout résoudre. La politique monétaire a été indispensable, et elle a pu créer les conditions dans lesquelles les États membres, notamment, ont dû, doivent et devront continuer à faire ces réformes structurelles qui sont impératives. Se sont engagés dans des mouvements de consolidation budgétaire douloureux, mais doivent maintenant passer à une étape de réforme structurelle. Alors, il y a un autre phénomène qui est celui de la place du dollar dans le système monétaire international. Et c'est de ce point de vue-là, je pense que vous posez cette question. Est-ce que la BCE n'est pas exemplaire et rigoureuse, alors que par ailleurs, la Fed serait dispendieuse et généreuse? Bon, il y a un privilège exorbitant du dollar, qui est l'unité de réserve internationale, quelle que soit la satisfaction qu'on tire de ce que les banques centrales disposent à peu près environ 30% d'euros en réserve. C'est un fait. Et je pense que, enfin,
ce que je vois de positif, en tout cas au niveau de la politique monétaire de la Fed, c'est certainement le souci qui a été exprimé non seulement de diriger la politique monétaire avec les deux instruments qui sont à la fois le chômage et la stabilité des prix, mais aussi d'accepter le fait que les effets collatéraux des décisions de politique monétaire américaines comptent non seulement pour les pays extérieurs aux États-Unis, mais en retour dans le cadre de la politique économique et par conséquent des décisions monétaires qui sont prises en matière de gestion de la masse monétaire. Mais, bien compris, madame, mais alors, par exemple, la politique monétaire japonaise ou la politique monétaire britannique, qui ne sont pas aujourd'hui le modèle européen, est-ce qu'elles ne contribuent pas à relâcher la pression sur les dettes publiques et à permettre à ces États de diminuer leurs dettes, qui sont considérables? Je crois que le Royaume-Uni était, avec le Japon, un des pays les plus endettés. Monsieur le ministre. Je crois qu'au Japon, nous avons déjà connu une situation particulière pendant des décennies et je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à prendre le Japon comme modèle dans cette expérience. À présent, et depuis environ 1 an et demi, nous connaissons un nouveau développement avec l'abenomie, mais lorsque nous sommes entre ministres des Finances et des directeurs des banques centrales, dans le cadre du G7, nous disons toujours, comme les Japonais, il y a 3 arrows, 3 flèches. Et la 3e flèche correspond aux réformes structurelles. Et nous les attendons toujours. Et si vous vous rappelez, j'ai dit au début, il faut veiller à ne pas trouver trop d'excuses pour ne pas faire le nécessaire. Et sans cette 3e flèche, personne dans notre secteur ne croit que le Japon ait basculé déjà vers le positif. En ce qui concerne le Royaume-Uni, je dirais c'est très spécifique. Tout d'abord, il faut que l'on soit toujours très clair et dire que nous devons tout faire pour aider la Grande-Bretagne dans la mesure du possible. Cela serait un désastre pour la Grande-Bretagne et l'Europe s'ils prenaient une mauvaise décision. Ces dernières années, la Banque d'Angleterre et la politique britannique ont suivi leur propre voie. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, elles ont été longtemps très critiquées par le FMI. Et maintenant, ils ont mieux réussi que prévu. Visiblement, ils ne s'en sont donc pas trop mal sortis dans leur calibrage. Mais je ne crois pas que nous puissions transposer l'expérience de la Grande-Bretagne à l'Europe continentale. Je ne le recommanderais pas non plus, car le problème fondamental de l'économie britannique reste à long terme sa trop grande dépendance de la place financière de Londres. Une place financière puissante est formidable, même pour l'Europe, c'est clair. Mais pour avoir un développement durable, il est problématique qu'au moins 25% de l'économie britannique dépende de la place financière de Londres. Donc, ça pose problème. Désormais, il n'est pas aisé de corriger à court terme une politique de désindustrialisation qui existe déjà depuis des décennies. Le gouvernement britannique tente de le faire avec un certain succès, mais il reste encore un long chemin à parcourir et il faut parvenir à un juste équilibre. Dans l'univers de la mondialisation, avec toutes les évolutions qu'il comporte, nous ne pourrons trouver une stabilité que si nous avons un juste équilibre entre production, l'économie réelle, entre services traditionnels et services très modernes. Pour qu'une construction reste stable durablement, elle ne doit jamais s'appuyer que sur un seul secteur. Madame Lagarde et M. Schwab ont accepté de consacrer une dizaine de minutes à une ou deux questions. Y a-t-il dans la salle? Oui, je vois un journaliste, Monsieur Le Chypre, c'est cela?
Voilà, et il va de soi que les questions concernent le sujet de la conférence et pas l'actualité politique ou autre. Je ne vois absolument pas à quoi vous faites allusion. Monsieur Chaubleu, j'ai été interpellé par votre expression d'euro stable, voire trop stable. Alors, est-ce que vous pouvez développer ce concept? Et est-ce que, en fait, vous ne pensiez pas euro trop fort, mais est-ce que euro trop fort n'est pas difficile à dire pour un ministre des Finances allemand? Alors, monsieur Le Chypre est journaliste à BFM Business, pardon. À BFM Business, qui est la chaîne économique radio et télévision. Si j'ai bien saisi la question que vous soulevez, à savoir si le cours de change de l'euro serait trop fort par rapport à d'autres monnaies ou si c'est mon jugement. Donc, si j'ai bien compris la question, je répondrai que j'ai appris qu'un ministre des Finances ne se prononce jamais sur le cours de change de la monnaie. Par ailleurs, je suis convaincu aussi que le taux de change d'une monnaie s'établit sur le Il n'y marché. a plus de traduction, la technique. S'il vous plaît, la technique, pouvez-vous... Voilà, la traduction est-elle revenue? Voilà, nous l'avons. Merci, pardon, monsieur le ministre. Alors, je peux parler français, mais c'est... Non, je vous en prie. Il y aura des problèmes. Je vous en prie. Je crois la relation des what is the, what, Carol? I know it in English. It's difficult. Then I switch in English. No, she's back. She's back. It's right. Je reprends. En Allemagne, nous laissons la gestion des cours de change à la Banque centrale, à la politique monétaire, et nous n'intervenons pas en tant que politique. Et nous évitons de chercher la solution aux problématiques de la compétitivité de notre économie dans la manipulation des cours de change. C'est un mauvais outil. Si vous analysez l'expérience internationale des macroéconomies qui ont compensé leur manque de compétitivité par le biais de la manipulation des cours de change, cela n'a jamais été un franc succès. Si je me souviens bien, le souhait d'une monnaie européenne dans un certain nombre de pays avait été fortement motivé par la volonté de sortir du processus de la dévaluation monétaire récurrente. On ne peut réussir les choses complètement que si l'on a une monnaie forte. Cela comporte de grands avantages. Par ailleurs, le cours euro-dollar a déjà atteint 1,50. Il était même déjà en dessous de 1 dollar. Nous devrions nous concentrer pour rendre l'économie européenne compétitive et le cours de change s'établira alors à un niveau raisonnable. Une autre question? Xavier Strauss, conseiller indépendant. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Kafka écrit « L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin ». Est-ce que l'austérité éternelle à laquelle on promet toutes les jeunes générations d'Europe du Sud ne mériterait pas d'être accompagnée par des promesses de solidarité plus fortes de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud pour rendre durable la survie de l'euro et pour rendre tangible la solidarité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud? Si, je suis pour. Ce n'est qu'avec beaucoup de solidarité que nous puissions façonner l'Europe. Mais je pense aussi que nous avons montré beaucoup de solidarité envers les pays de la zone euro qui étaient sous la pression des marchés financiers. Ces débats doivent être menés avec chaque population. Et pour chacun des 5 États participants au programme,
Ce dernier a été très fructueux. Irlande, Portugal, Espagne, mais aussi la Grèce et Chypre. Mais à chaque fois, ce qui n'est pas très populaire dans les pays est expliqué par un manque de solidarité, ce qui est tout à fait faux. Non, la véritable solidarité signifie aider un pays à s'aider lui-même. Et c'était ça la condition préalable. Nous avons dit aider et prendre nos responsabilités pour que les taux d'intérêt restent supportables, mais il faut mettre à profit le temps pour résoudre les problèmes fondamentaux. L'OCDE, qui a son siège à Paris, a dernièrement présenté un rapport portant sur les réformes structurelles des pays industrialisés. Tous disent que les réformes structurelles sont décisives. Ils ont présenté quels sont les États qui ont mieux réussi la mise en place des réformes structurelles. Ce sont justement les 5 pays en question qui ont mieux réussi. Je crois que cela aurait été une mauvaise solidarité envers la Grèce que de permettre de continuer avec ces salaires trop élevés. Bien sûr qu'il était difficile pour la Grèce de procéder à une baisse de 25% et d'abolir un salaire minimum qui était supérieur au salaire minimum légal en Espagne et au Portugal. Mais il y a 2 ans, aucun Allemand ne partait faire du tourisme en Grèce, car la Grèce était trop chère. Si on voulait passer des vacances dans cette région de la Méditerranée, on allait en Turquie. Alors, l'année dernière, la Grèce a enregistré sa meilleure saison touristique depuis longtemps. Et cette année, les chiffres sont encore bien meilleurs. Cela signifie que l'on aide. Lorsque vous êtes malade, les médicaments sont parfois douloureux. Mais si vous ne voulez pas traiter la maladie, si vous ne prenez que des placebos ou des antidouleurs, ou si vous pensez que les drogues vous aident à vous soustraire à votre sort, alors tôt ou tard, il sera nécessaire de procéder à une cure de désintoxication. Donc il vaut mieux tôt que tard. Madame Lagarde, on a cru sentir au FMI quelques échos un peu différents de ce credo européen. Moi, je voudrais répondre à la question là, qui a été posée. D'abord sur le plan de la solidarité. La solidarité, elle peut se pratiquer à condition qu'elle ne soit pas totalement asymétrique. Or, un certain nombre des propositions qui ont été flottées ici ou là le font sur des bases de grande asymétrie. Donc, il nous paraît important de parvenir à un meilleur point d'équilibre, facilité par des réformes structurelles, stabilisé par une consolidation budgétaire qui a été effectuée, pour ensuite aller vers plus de solidarité. Et là, il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés. Des inflations, des taux d'inflation qui ne sont pas forcément près de 2% partout, mais qui sont en moyenne dans la zone euro près de 2%. Ça peut parfaitement justifier une asymétrie faible, moyenne, un peu forte, entre des pays qu'il faut encourager et d'autres qui peuvent se permettre une inflation un peu plus forte. Deuxièmement, il y a aussi des programmes d'investissement qui peuvent, là aussi, répondre à cet impératif de solidarité que vous évoquiez, avec des pays qui remplissent les conditions qui permettent cet investissement en infrastructures immatérielles ou matérielles, sans pour autant mettre en danger leur situation de dette publique sur PIB. On publiera au mois d'octobre une étude très précise, pays par pays. On a retenu à peu près les 25 économies les plus avancées dans le monde pour déterminer par rapport à un objectif optimal d'infrastructure matérielle, quel est l'écart par rapport à l'optimum. Et on s'aperçoit, on est pour l'instant à des résultats un peu préliminaires, donc j'hésite à les citer, mais un certain nombre de pays de la zone euro, pas celui où on se trouve, je précise, ont besoin de faire des investissements en infrastructures matérielles qui seraient vraiment de nature à rééquilibrer pour permettre une solidarité. Et puis, votre point sur l'austérité pour l'éternité. Soyons clairs, moi quand je parle à des jeunes Européens, quand je parle à mes enfants, ils ne sont pas enthousiasmés par la perspective de dépenses publiques massives. Ils sont en revanche enthousiasmés par la perspective d'un environnement propice à l'épanouissement de leurs compétences, d'un environnement dans lequel ils peuvent créer des start-up, dans lequel ils peuvent faire de l'innovation. Et ça, ce n'est pas forcément lié à ce qu'on appelle parfois un peu excessivement des politiques d'austérité. Donc je pense qu'on peut à la fois donner une espérance, créer une ambition collective européenne d'un côté, surtout sur des bases qui ont été largement assainies au prix d'efforts considérables, en particulier dans les pays d'Europe du Sud,
et en même temps envisager par des mécanismes économiques une meilleure solidarité entre l'ensemble des Européens. C'est un appel aux nouvelles autorités européennes à ne pas réglementer tous les jours. Peut-être une dernière question. Une dernière question là, oui. Là, ici, monsieur, ici. Voilà. Jean-Claude Piris, ancien directeur général, service juridique du Conseil. Oui, on sait que pour avoir une zone euro forte, durablement, qui puisse éviter des crises futures, il faudrait une plus grande cohérence des politiques budgétaires, des politiques économiques, des réformes structurelles dans les États membres. Mais au niveau de l'Union européenne, nous manquons à la fois de compétences juridiques pour les obliger à se faire et également de légitimité démocratique. Et il n'est pas possible, dans le climat politique actuel, dans les années qui viennent, d'envisager une réforme des traités à court ou à moyen terme. Alors, que faire dans les années qui viennent? Cette question s'adresse plutôt à M. Schäuble qu'à Mme Lagarde, compte tenu du fait qu'elle évite de parler de politique. Herr Bundesminister, est-ce que nous aurons un Monsieur Euro stable? Est-ce que nous allons avoir des avancées, des nouveautés dans les mois à venir? Je crois que j'ai essayé d'apporter une réponse dans mes remarques liminaires. Lorsque nous voulons aller dans une direction, et nous savons que pour le moment c'est difficile, d'ailleurs cela a toujours été difficile dans l'histoire de l'Europe, de progresser pas à pas dans une direction, car les peuples n'aiment pas les changements. D'ailleurs, il y a plus de résistance au changement dans les pays qui pensent qu'ils sont en bonne santé que dans les pays qui ressentent une certaine pression. C'est tout à fait normal. Nous défendons nos acquis que nous possédons. Ces dernières années, nous avons grandement amélioré la réglementation pour l'euro par une procédure complexe, en partie intergouvernementale, des accords fiscaux et des choses. Mais au final, le cadre législatif est devenu beaucoup plus dense. Si nous le respectons aujourd'hui, nous créons de la confiance et de la fiabilité. C'est pourquoi il est tout à fait crucial de respecter ce que nous avons convenu et non d'anéantir la confiance avec laquelle nous avons créé les règles si nous ne les respectons plus le lendemain. Et la deuxième remarque est qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle législature, on doit renforcer l'efficacité des prises de décisions politiques au sein de la Commission. Jean-Claude Juncker a également déclaré qu'il souhaitait que la Commission ait un rôle politique renforcé. Cela va donner lieu à des discussions politiques plus intenses au sujet des décisions, également avec le Parlement. C'est vrai, ça va dans la bonne direction et dans le sens de la légitimité démocratique des décisions européennes. Cela se fait pas à pas, mais il faut les faire, ces pas. Et ensuite, s'agissant de l'allocation des ressources, les chefs d'État et de gouvernement, dans toutes les négociations budgétaires, ont toujours parlé de better spending. En principe, nous sommes d'accord sur cette contrainte. Mais cela ne s'est pas encore traduit beaucoup dans les faits. Je réitère ma remarque et les faits m'agacent terriblement lorsque je vois la quantité de ressources des fonds structurels et régionaux en Europe. Et d'ailleurs, ce sont précisément les pays du Sud qui réclament davantage de solidarité, qui n'ont pas été appelés parce que les capacités administratives étaient insuffisantes pour satisfaire les conditions préalables. Alors, je dis que dans quelques pays, ce n'est pas le cas pour la France ou l'Allemagne, le thème des réformes institutionnelles, de la capacité fonctionnelle, de la fiabilité de la justice et des administrations, peut être encore plus important. Bref, ce qui, pour tous les économistes, représente les conditions primordiales pour parvenir à un renforcement des investissements. Et ensuite, nous pouvons attribuer à la Commission un droit plus important dans le respect des règles budgétaires. Pourquoi pas? Cela fonctionne remarquablement bien dans le contrôle de la concurrence. Bien sûr, quand on est concerné, on n'est pas heureux. À votre avis, combien de fois les banques allemandes m'ont demandé de stopper enfin ce commissaire Almunia parce qu'il disait que, conformément aux règles, cela doit être remboursé, vous devez mettre cela en ordre. Mais c'est très bien.
Et d'ailleurs, avoir à respecter une règle, c'est parfois déplaisant, mais c'est nécessaire pour la stabilité d'un régime libéral. Madame Lagarde, peut-être un dernier mot, puisque nous nous acheminons vers la conclusion. On a une approbation sérieuse sur ces propositions. Juste un dernier mot qui est un mot et une proposition peut-être extrêmement pratique et qui trouve un peu son inspiration dans un exercice qui est actuellement à l'œuvre au niveau du G20 et auquel le Fonds monétaire international contribue. Les pays du G20, sous présidence australienne, se sont fixés pour objectif d'identifier les voies et moyens permettant, à échéance de 5 ans, d'augmenter le niveau du PIB mondial de 2%. C'est un exercice qui est laborieux, à telle enseigne qu'au bout de à peu près 5 mois, 0,5% de voies et moyens avaient été identifiés. Les Australiens sont revenus à la charge et on est légèrement au-dessus de 1%. L'échéance étant une réunion qui se passera au mois de novembre, je ne doute pas que d'ici le mois de novembre, sous pression australienne acharnée, on arrive à identifier et à mesurer, à calibrer l'ensemble des mesures qui permettront d'augmenter ainsi la production mondiale. Moi, je me demande, puisque tout le monde s'accorde à penser que les emplois et le chômage des jeunes en particulier sont un problème crucial. Tout le monde s'accorde à peu près à considérer que la croissance est une des conditions déterminantes permettant la création de ces emplois. Tout le monde s'accorde à considérer que, compte tenu des efforts budgétaires qui ont été entrepris au niveau de la zone euro, c'est la poursuite à la fois d'une politique monétaire accommodante pour le moment et des réformes structurelles menées de manière concomitante par l'ensemble des États en ciblant celles d'entre elles qui seront le plus libératrices de croissance. Est-ce que les Européens, ou en tout cas ceux de la zone euro qui ont en commun cette monnaie, ne pourraient pas se mettre ensemble, un peu comme le font les pays du G20, sous contrainte collective, acceptée, déterminée, pour identifier celles des réformes structurelles les plus susceptibles de libérer cet excédent de croissance dont l'ensemble des pays de la zone, et notamment les pays du Sud, ont tellement besoin. C'est un projet qui est peut-être pratico-pratique, qui nécessite ensuite la mise en œuvre. It's the implementation stupid, comme tu dis, Wolfgang. Et ça permettrait peut-être de déboucher sur des éléments pratiques auxquels contribueraient avec beaucoup de bonne volonté des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, telles que j'en suis sûr l'OCDE sous la présidence d'Angel Gurria, pour aller dans cette direction plutôt que d'en beaucoup parler. Merci beaucoup, chère madame, cher monsieur le ministre. Je crois que ces mots de confiance nous rappellent que nous ne devons pas, nous, Européens, douter en permanence de ce que nous faisons, remettre en cause nos règles, mais d'abord les appliquer. Et ce message de confiance, vous avez bien voulu ce matin nous le donner. Je sais que vos agendas sont très chargés et que vous allez devoir nous quitter maintenant. Je voudrais vous remercier du fond du cœur de l'heure et demie que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup. Vous allez bien ?